Alors, on va y aller, on va utiliser le reste de batterie qui reste dans l'appareil photo et puis dans l'autre batterie, puis on va utiliser le reste de batterie qui reste à l'intérieur de moi, parce que contrairement au lapin du Racel, là, je commence à tirer un peu après plusieurs heures de cours. Et puis peut-être que vous aussi vous commencez à être fatigué. Donc, on en était au bilan sur la gestion patrimoniale. Je vous rappelle qu'on parlait d'une approche qui a été proposée en 1976, qui a été développée entre 1981 et 1987, et qui a eu beaucoup d'influence sur des politiques et des manières de traiter les problèmes d'environnement qui se sont généralisées en France à partir des années 1990, avec tous ces comités locaux d'acteurs, etc., etc. Là, je vais vous parler de deux choses. D'une part, le patrimoine revival des années 90, et puis ensuite, je vais revenir sur les approches en bien commun, qui sont la famille plus générale d'approches dont fait partie la gestion patrimoniale, pour en faire une critique. Donc là, on va rentrer sur un mode un peu plus critique sur la gestion patrimoniale. Alors, le point intéressant, c'est que on observe au milieu des années 90 et après un réinvestissement de l'approche patrimoniale. Elle était un peu oubliée au milieu des années 90. Et puis d'un seul coup, il y a des gens qui commencent à s'y réintéresser, à en reparler, etc. Je vais vous donner juste un exemple. C'est une approche qui s'appelle la médiation patrimoniale et qui a été présentée par une équipe du CIRAD en 1997 à un atelier de la FAO qui s'appelle Quel pluralisme pour une foresterie durable et le développement rural. Donc, dans le texte de leur présentation à cet atelier de la FAO, j'ai prélevé des citations que j'ai mises sur le PowerPoint. Il s'agit de gérer le pluralisme, c'est une révolution. Il faut remettre en cause la notion de décideur omnipotent et omniscient. Il faut remettre en cause la gestion administrative des ressources forestières. Il faut reconsidérer le rôle des multiples et différents acteurs. Il faut concevoir la problématique d'aménagement des forêts dans une approche intersectorielle. Il ne s'agit plus de donner des clés techniques pour prendre la bonne décision, il s'agit de faciliter la coordination des acteurs à travers un processus de décision et l'émergence d'institutions de gestion décentralisées soutenues par ces acteurs. Je continue les citations. Devant une telle pluralité des intérêts, des représentations, des poids économiques et sociaux, une médiation semble appropriée. La médiation patrimoniale repose sur une démarche de contrat. Le contrat interne au groupe, légitimé et ritualisé, en devient le patrimoine. Autrement dit, c'est la relation que les acteurs instituent entre eux qui constitue l'objet comme étant maintenant le patrimoine de ces acteurs. Et puis, cette dernière citation, les auteurs du rapport de 1997 citent Henri Olagnan. Il importe de construire et d'actualiser une instance de négociation vulnérable au désengagement, traduisant une communauté d'action fondée sur le désir d'agir ensemble. Donc là, on cite tout simplement Henri Olagnan. Donc, il est clair sur la base de ces citations qu'on est exactement dans la même optique que celle de la gestion patrimoniale de 1976. C'est les mêmes principes. Sortir de la gestion en silo, sortir de la gestion dépasser la gestion administrative, etc., etc. Je ne vous refais pas tout le topo. Sur le plan, donc c'est frappant de voir ressortir dans cet autre contexte quelque chose qui ressemble à ce point-là. Sur le plan de la méthode, les auteurs ne proposent pas du tout l'audit patrimonial, ils proposent une démarche qu'ils appellent la médiation patrimoniale. Alors je vais vous décrire en détail un peu cette méthode. Cette méthode passe par 4 étapes. Première étape qu'ils appellent l'initialisation. Elle va passer par l'identification des acteurs. Qui sont les acteurs concernés par le système écologique? Donc vous voyez que tout ça, ça répond bien à la question que j'ai posée lors de l'introduction du module. On a beaucoup d'acteurs, on va commencer par les identifier. Ensuite, on va instaurer entre ces acteurs une discussion sur les tendances. Où est-ce qu'on va si ça continue comme ça?
vous reconnaissez la question de la prospective qui était posée dans l'audit patrimonial. Et donc, entre parenthèses, j'ai mis les correspondances avec les questions IDPA de l'audit patrimonial. Identification, diagnostic, prospective, action, c'est l'audit patrimonial. Donc là, on identifie les acteurs. Ensuite, on leur demande de parler des tendances. Et ensuite, on fait un débat sur l'acceptabilité des tendances. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui va se passer si ça continue comme ça, dans le cadre d'un débat collectif entre les acteurs. Alors, donc là, on est de nouveau dans l'identification du problème. Les auteurs expliquent bien pourquoi ils proposent de passer par la prospective. Leur idée est la suivante, elle consiste à dire, en fait, dans beaucoup de situations de gestion de ressources naturelles, les conflits sont tels que vous ne pouvez pas directement faire discuter les gens sur le diagnostic, parce qu'ils vont se renvoyer la responsabilité les uns aux autres, ni sur les propositions d'action. Mais en fait, on peut se dire que si les acteurs sont capables de partager une chose, c'est le souci d'un avenir en commun. Et donc, on va essayer de les aider à se reconnecter au souci d'un avenir en commun. Et à partir de là, on va espérer qu'ils vont pouvoir discuter ensemble de propositions d'action. Donc là, on est dans un contexte de gestion forestière. On a des gens qui coupent des arbres, des gens qui font paître des animaux, la difficulté de faire perdurer la forêt dans ces conditions. Est-ce qu'on peut faire travailler ces gens ensemble sur le long terme? Deuxième étape. La première étape, on pense qu'elle va donner comme résultat le fait que les acteurs disent « Ah ben non, on veut un avenir en commun, si on continue comme ça, ça ne va pas aller du tout, donc il faut faire quelque chose. » Si effectivement ils concluent ça, à ce moment-là, on peut dire « Ben voilà, on va passer à la deuxième étape, on va construire des choix constitutionnels. » Constitutionnels, ça veut dire qu'ils vont nous établir comme un collectif de gestion qui est d'accord sur des grandes orientations, des grands objectifs. Et donc, on va discuter sur des objectifs de très long terme, c'est de la prospective. On va légitimer ces objectifs en créant une institution patrimoniale, c'est-à-dire qu'on va tous ensemble s'engager à dire maintenant, on est tous ensemble, un collectif qui partage ces objectifs de très long terme, et on va ritualiser ça pour que ce soit institué, on va être un peu cérémoniel dans la manière de le proposer. Une fois qu'on a fait ça, on est constitué comme collectif de gestion et on va discuter ensemble de scénarios pour atteindre les objectifs de long terme qu'on s'est donnés. Par exemple, si les objectifs de long terme, c'est on veut qu'il y ait toujours une savane arborée dans 30 ans, dans laquelle on puisse à la fois avoir de la biodiversité, pouvoir recueillir du bois de feu, on veut qu'il y ait encore de l'élevage traditionnel dans 30 ans, etc. Si c'est ça les objectifs constitutifs, à ce moment-là, on va discuter de scénarios sur comment on peut atteindre ces objectifs, quel type d'actions permettent d'atteindre ces objectifs. Une fois qu'on a élaboré ces scénarios, on va choisir ce qu'on veut mettre en œuvre et donc choisir les outils de gestion. Et on va légitimer ça en disant, ben voilà, ça, c'est le choix de notre méthode d'action pour aller vers l'objectif patrimonial. Encore une fois, on reconnaît tout à fait la méthode que vous avez résumée ce matin de manière très courte en disant, ben, pour se ramener à une situation de gestion, on va négocier tous ensemble les objectifs et à partir de là, on va choisir ensemble une méthode d'action. Et puis, dernière étape, une fois que les acteurs se sont mis d'accord là-dessus, mais seulement tout à la fin, on va mettre en place une structure locale de gestion, c'est-à-dire une institution avec des moyens techniques qui vont mettre en œuvre. Dit autrement, les techniciens sont des exécutants purs au service du collectif des acteurs. Donc vous voyez bien qu'il y a un renversement radical par rapport à une gestion technique où il y a des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs qui viennent dire voilà ce que seraient les solutions. Là, ce n'est pas du tout le cas. On a des acteurs qui négocient ensemble en disant voilà ce qu'on considère comme les bonnes solutions. Et après, on embauche un ingénieur qui va être un pur exécutant sous la houlette des acteurs pour mettre en œuvre les scénarios qu'ils ont retenus ensemble. Vous remarquez que
parmi les 4 volets de l'audit patrimonial, on retrouve l'identification dans les mêmes termes. Qui sommes-nous? Quels sont nos problèmes? On retrouve la prospective dans les mêmes termes. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Et on retrouve l'action. Quelles sont les propositions d'action mises sur la table par les uns et les autres? Comment on les met en discussion et qu'est-ce qu'on en sort? Vous remarquez en revanche qu'il n'y a pas de diagnostic. Pourquoi? Parce que le diagnostic est considéré d'une part comme trop conflictuel potentiellement, et d'autre part parce que le diagnostic, c'est une occasion trop forte pour les scientifiques, les experts, etc., de venir prendre la main par rapport aux acteurs locaux. On viendra dans un instant sur le pourquoi. Alors, donc, je ne vais pas m'étendre sur le fait qu'on retrouve absolument tous les éléments de la gestion patrimoniale dans cette proposition néo-patrimoniale, et les auteurs s'inspirent explicitement des écrits d'Henri Olagnan. On est quand même interpellé parce qu'on se dit, mais est-ce que le fait d'écrire la même chose en 1997 dans ce contexte international, qui était écrit par Olagnan, Berthier et Montgolfier en 1976, est-ce que la même chose écrite 20 ans après a encore le même sens? Donc, pour moi, bien sûr, le sens n'est pas le même. Alors, quel peut être le sens, dans le contexte de 1997, de ressortir exactement les mêmes principes de la gestion patrimoniale de 1976. Donc là, je vais faire comme si vous avez donné votre langue au chat et vous expliquer mon analyse, on en débattra après. Eh bien, on a vu qu'il fallait rejeter les approches technico-administratives et les approches sectorielles. En 1997, c'est quoi les approches technico-administratives dans un pays du Sud sur les questions de ressources et d'environnement? Alors, on est à la fin des années 90, mais vous pouvez dire aujourd'hui, parce que la situation ressemble, aujourd'hui, c'est quoi les approches venues des pouvoirs publics, non locales, sur l'environnement dans les pays du Sud? Ça n'est pas l'inaction du tout. C'est quoi? Le manque de moyens? Non. L'exploitation de ressources? Non. Je parle des interventions technico-administratives pour gérer l'environnement. Eh bien, c'est toute l'immense mécanique de l'action publique en faveur de la biodiversité, notamment, qui s'est mise en place pendant les 20 ans qui ont séparé 1976 et 1997. Si vous vous placez en 1997 et encore plus aujourd'hui, dans tous ces pays, vous avez un service des parcs nationaux qui s'est mis en place, qui a mis en place des parcs nationaux, des lois de protection de la nature, des fonctionnaires qui vont lutter contre le braconnage, etc., etc. Donc, quand on dénonce la gestion administrative dans ce contexte-là, ce qu'on dénonce, c'est le secteur environnemental qui est passé à l'action pour mettre en place des dispositifs de protection des écosystèmes, des espèces, etc. Donc le sens n'est pas le même que quand on était dans des contextes où la gestion technico-administrative était une gestion pure d'exploitation des ressources, qui était inactive dans le champ de l'environnement. En changeant de contexte et d'époque, la même affirmation a changé de sens. Quand on dit qu'il faut confier aux acteurs locaux et à la négociation entre eux la gestion, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là? Ça veut dire qu'il faut confier aux exploitants agricoles, aux exploitants forestiers, principalement, puisque ça va être eux, aux pêcheurs, la gestion, plutôt que à qui? Plutôt qu'à des administrations environnementales qui essayent de limiter les prélèvements forestiers, agricoles, etc., etc. Donc, en fait, dans les contextes de la fin des années 90 ou dans les contextes contemporains, ce discours patrimonial
au fond, il a un sens différent qui consiste à dire il n'est pas légitime de laisser ou de confier la gestion de l'environnement à des pouvoirs publics environnementaux. Il faut redonner la gestion aux agriculteurs, aux forestiers, aux pêcheurs. Et donc, on est dans un discours qui peut avoir, au fond, le sens d'une réaction anti-environnementale, d'un retour en arrière en matière d'environnement, qui est une tentative de reprise de pouvoir de la part des filières agricoles, forestières et pêcheurs. Parce que dans le discours, on dit qu'il s'agit de redonner le pouvoir aux agriculteurs, aux forestiers, aux pêcheurs, mais les agriculteurs, les forestiers et les pêcheurs ne sont pas tout seuls. Ils sont accompagnés par le secteur agricole, les filières agricoles, le secteur forestier, les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. Cela, on n'en parle pas là. Ce n'est pas eux qu'on critique quand on critique la mise en place d'une gestion environnementale administrative. Et donc, en fait, le discours patrimonial, il peut servir de cheval de Troie pour délégitimer l'action environnementale en disant elle est top-down, elle n'est pas légitime au regard des acteurs locaux, et pour réinstituer, en disant que c'est des acteurs locaux, les acteurs agricoles, forestiers et les acteurs de la pêche. Je ne rentrerai pas en détail dans cette critique-là, mais j'ai écrit de nombreux textes sur un des cas, qui est le cas de l'ours des Pyrénées, puisque une des expériences qui a fait l'objet du plus de publicité sur la mise en œuvre de la gestion patrimoniale, c'est l'institution patrimoniale du Haut-Béarn, qui a été mise en œuvre dans les années 90, dans la zone où restaient les derniers ours de la population originelle des ours des Pyrénées. Et donc, dans ce cas-là, vous trouverez sur mon site plusieurs articles qui décortiquent de manière critique cette expérience. Eh bien, on voit la grille d'analyse patrimoniale être utilisée pour sortir, littéralement, pour dégager le ministère de l'Environnement et les services qui veulent essayer de protéger l'ours, et pour dire on va donner la protection de l'ours aux agriculteurs, aux forestiers. Mais en réalité, ça veut dire donner la gestion de l'ours aux intérêts organisés agricoles et aux intérêts organisés forestiers. Et donc, finalement, on arrive à une institution qui s'approprie la gestion de l'ours, qui s'approprie tous les financements en faveur de l'ours pour les mettre en œuvre en faveur du développement agricole et forestier, sans aucun bénéfice positif pour les ours. Donc, il y a un vrai retournement. Donc ça s'est produit dans les années 95, 96, 97 en France, exactement en même temps que cet atelier de la FAO. Donc, en fait, à ce moment-là, le discours patrimonial, il a montré son potentiel pour mettre des bâtons dans les roues d'une mise en gestion environnementale des problèmes écologiques et pour une réappropriation par les filières agricoles, forestières, les filières, disons, d'exploitation rurale des ressources naturelles et des territoires. Le point que je voudrais souligner, c'est que cette dérive, elle est inscrite dès le départ. Alors on peut se dire c'est une dérive, c'était pas ça le but, c'est une exploitation faussée. C'est une dérive, oui, mais c'est pas une exploitation faussée en ce sens que ces dérives-là, elles sont déjà latentes dans les principes initiaux de la gestion patrimoniale. C'est le tableau suivant qui est dans le PowerPoint. Ok, on a une pluralité des acteurs et des points de vue. Mais ça permet de faire quoi? Ça permet notamment de dire, vous, avec votre souci de conserver la biodiversité et le bon état des forêts anciennes, ou de conserver l'ours des Pyrénées, vous n'êtes qu'un seul point de vue parmi beaucoup d'autres. Donc il n'est pas question que vous preniez une forme de prééminence. Vous êtes juste une voix parmi ces voix rurales. Donc c'est un outil de relativisation des préoccupations environnementales. Deuxièmement, en mettant en avant le bien commun, l'identité locale, les relations des acteurs, etc., on peut
facilement dériver vers le fait de dire, mais en fait, les gens qui sont légitimes, c'est ceux qui ont les mains sur le problème, c'est ceux qui sont tous les jours dans les prés, dans les forêts, c'est ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont une relation identitaire avec le lieu. Bah donc c'est les acteurs ruraux. Autrement dit, les groupes d'intérêt ruraux, agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs. C'est eux les titulaires fondamentaux. Donc cette dérive vers une sorte de localisme, de dire mais c'est les intérêts locaux, et puisque c'est les intérêts locaux, ben c'est chasse, pêche, nature, tradition, vous voyez la dérive que ça peut porter en germe. Ensuite, vous avez une conception relationnelle et évolutive de la gestion. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'autorise à rediscuter au fur et à mesure de la manière dont la gestion se passe. Est-ce qu'on en est satisfait, etc. Mais la dérive qui est latente là-dedans, c'est le fait de dire mais les objectifs de gestion qu'on s'était fixés au départ, aujourd'hui, ben, c'est plus les mêmes, on peut en changer. Donc on n'est pas du tout légitime à se demander si ces objectifs de gestion ont été atteints. Dans le dossier de l'ours, en 1995, quand a été mis en place l'institution patrimoniale, un des responsables politiques a explicitement dit à un de mes collègues lors d'une enquête qualitative, bah, pour l'instant il y a des ours, donc l'institution elle va tourner autour des ours, elle va permettre d'avoir des moyens et de faire du développement, et puis quand il n'y a plus d'ours, on passera à autre chose. Si on est dans une gestion adaptative, que les buts n'ont plus une valeur relative, la dérive latente là-dedans, c'est de dire, ben voilà, une fois que l'espèce qu'on voulait protéger et qui a permis de mobiliser les fonds publics a disparu, ben on va passer à autre chose puisqu'on est dans une gestion adaptative. Donc la dérive, si vous voulez, elle trouve des appuis de dérive des choses pour aider à dériver dans ce cadre. Privilégier la négociation, qu'est-ce que ça veut dire ? La négociation, par définition, c'est un mode de décision qui se fait au prorata des rapports de force. Et donc, ben, ça peut permettre, quand c'est une dérive, mais ça peut permettre de légitimer qu'on travaille au prorata des rapports de force. On va mettre tout le monde autour de la table, on va mettre 4 représentants du monde agricole, 2 représentants du monde forestier, 2 représentants des chasseurs, et puis on va mettre 2 écologistes. Là, je n'invente pas, hein, c'est encore plus déséquilibré, mais c'est par exemple le cas dans l'institution patrimoniale. Bah oui, on a mis tout le monde autour de la table, mais là, dans la négociation, ces écologistes, ils sont moins armés que les autres, ils sont beaucoup moins nombreux que les autres parce qu'on les a dilués dans les autres, et maintenant, débrouille-toi dans le cadre de la négociation pour faire prévaloir des questions environnementales dans la gestion. Raisonner en intergénérationnel, c'est aussi quelque chose qui permet, je continue dans le tableau, qui permet d'éluder des désaccords actuels. En fait, je pense qu'il n'est pas du tout exact que ce soit plus facile de se mettre d'accord sur le long terme que sur le présent. Ce qui est plus difficile, c'est de dire cash qu'en fait, mon but en tant qu'acteur, c'est que les autres ne soient plus là dans le futur. Donc, je ne vais pas le dire cash. Hein. Je vais, de manière plus ou moins insidieuse, négocier en disant oui, dans le futur, machin, etc. Mais en fait, il n'est pas vrai du tout que les gens soient a priori d'accord pour avoir un futur commun. Je prends un autre exemple, un entretien entendu à la radio, je pense que c'était avant-hier. C'était une représentante de l'association L124, ceux qui mettent des caméras dans les abattoirs. 214. L214, excusez-moi, j'ai inversé les trucs. Et elle dit, ben voilà, ce qu'il faut, c'est arriver à limiter les abus dans les abattoirs, etc. Mais la journaliste a continué à l'interroger. En fait, le but à long terme de cette personne, c'était de faire disparaître de la planète les gens qui mangent de la viande. Donc, il n'y a aucune notion d'une communauté ou d'un avenir à préparer en commun. Le but, c'est que les autres n'existent plus. Hein, donc, si vous êtes une organisation qui fait de la plantation d'huile de palme, vous avez exactement le même raisonnement. Votre souci, c'est pas de vivre en commun avec les gens qui ont de la forêt naturelle.
c'est de la remplacer par de l'huile de palme. Vous n'allez pas le dire tout de suite, hein, c'est comme pour L214. Vous dites, nous, c'est le bien-être des animaux au niveau des abattoirs. Mais derrière, les objectifs de long terme, ce n'est pas des objectifs communs, c'est des objectifs de lutte. Hein. Et il n'y a pas de raison que ce soit différent dans la gestion, dans les autres acteurs. Il y a plein d'acteurs qui seraient tout à fait d'accord pour que les autres ne soient plus là dans le long terme, hein, et qui leur laissent le libre cours. Évidemment, dans le court terme, ils sont obligés de composer et d'avoir un discours qui permette de dire bah oui, on est là pour gérer ensemble. Donc cette idée de scénario commun, elle est ouverte à toutes les manipulations, si vous voulez. Vous pouvez très bien discuter ensemble de comment on va vivre ensemble, tout en prenant des mesures pour saper la branche de l'autre, pour qu'il disparaisse de la scène à plus long terme. Et puis, l'histoire de sortir des approches sectorielles, ça aussi, c'est porteur de dérives. Parce que ça revient à dire, en fait, il n'y a pas de vrai désaccord entre un ministère de l'Environnement, un ministère de l'Agriculture, un ministère de l'Industrie et des Mines. On doit pouvoir tous se mettre d'accord. Il n'y a pas de mission qui pourrait être vraiment contradictoire. Il faut sortir par le haut en prenant des décisions qui soient bonnes sur tous les plans, environnemental, agricole, etc. Et ça permet de se positionner, si on le souhaite, encore une fois, c'est des appuis pour des dérives. Ça permet de se positionner dans un déni des arbitrages, dans un déni des contradictions. Et puis enfin, le fait de dépasser les approches technico-administratives en disant on va travailler tous ensemble, etc., ça permet aussi, dans certaines situations, de masquer le fait qu'en réalité, les pratiques administratives, le fonctionnement des politiques publiques, etc., sont très très décisifs sur le terrain. Mais comme on a un discours qui dit on est là pour discuter tous ensemble, etc., on s'intéresse plus à ce qu'on raconte et à ce qu'on discute en commun sur la décision qu'aux actions concrètes, juridico-techniques, qui ont un impact vraiment très très déterminant sur ce qui se passe sur le terrain. Donc je ne dis pas que ces dérives sont inéluctables. Ce que je dis, c'est que dans les principes qui ont été choisis, il y a un potentiel pour faire dériver les rapports, le pouvoir dans la gestion et les rapports de gestion dans ces directions-là. Or, la thèse critique que je défends, c'est que c'est parce que ce potentiel était inscrit dans les principes patrimoniaux que le ministère de l'Agriculture a investi dans cette méthode. Pourquoi ? C'est une méthode qui permet d'empêcher le ministère de l'Environnement de faire une gestion environnementale clairement affichée en imposant des gestions intégrées, de remettre au centre les agriculteurs, les forestiers et donc le ministère de l'Agriculture dans la gestion. Et donc, c'est une matrice, une manière de présenter la gestion qui la présente comme communautaire, mais qui en fait va favoriser les secteurs de gestion qui sont les mieux implantés sur le terrain. En l'occurrence, le ministère de l'Agriculture. Et donc, cette dérive, on peut dire qu'au fond, pour l'approche, elle est très avantageuse pour l'acteur sectoriel, parce qu'elle se présente comme progressiste. Elle est quand même constructive en interne, c'est-à-dire qu'elle peut aider les agents du ministère de l'Agriculture à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire de mieux, mais en même temps, elle les aide à lutter contre les ONG environnementales et le ministère de l'Environnement et ses fonctionnaires. Donc, c'est une très bonne approche. Là, on voit le lien entre un cadrage théorique et des intérêts d'action. Pour l'acteur faible, l'acteur d'environnement, lui, ça le met en difficulté, mais il est un peu obligé d'accepter. Dans le cas de l'ours, sur les 4 ONG locales, il y en a 2 qui ont accepté de jouer le jeu et 2 qui ont dit non, on ne va pas jouer le jeu. Pourquoi, pour lui, il est mal à l'aise ? Parce que c'est difficile de dire non, je n'ai pas envie d'être autour de la table avec les autres. Dans des situations où il y avait des rapports de force difficiles, des gens d'associations nous ont dit, mais avant nous, on n'avait aucune place dans la gestion, on n'avait pas l'info. Maintenant, on est 2 sur 20 dans le conseil de gestion, mais au moins on a l'info. Et donc le problème, c'est que cette petite participation, elle se fait au prix d'un cadrage qui fait qu'on s'installe comme un partenaire minoritaire dans une approche de la gestion qui favorise les acteurs des secteurs les mieux implantés d'exploitation des ressources.
Et du point de vue de l'approche collective, c'est-à-dire en fait des autorités politiques, on va dire pour l'instant, on reviendra là-dessus la prochaine fois, du point de vue des autorités politiques, c'est parfait, on a une approche bien intentionnée pour la gestion de l'environnement, qui n'est pas menaçante, c'est-à-dire qui nous promet une gestion négociée, le fait de mettre les gens autour de la table, qui va mettre au centre les questions d'arbitrage tout en permettant d'arbitrer en faveur des filières de développement qui sont les mieux implantées, et finalement qui rend plus difficile un exercice vraiment critique, puisque les gens, une fois sur la table, ils vont être obligés d'avoir une critique écologique un petit peu atténuée. Et donc, en fait, ce cadrage théorique-là, il permet une reprise de pouvoir, ou une prise de pouvoir par les filières les mieux implantées, en disant, bah, c'est nous finalement les vrais acteurs de terrain, on va faire une gestion communautaire, et donc on vous offre une place minoritaire dans la table ronde de gestion. Et donc on va relativiser, minoriser et inviter, tout en les contrôlant, les acteurs qui militent pour une prise en charge de l'environnement. Ok, je vous écoute sur les questions, les réactions. Sur l'approche patrimoniale, vous parlez de deux périodes, 76 et 97, en expliquant que la dérive peut conduire à ce que vous venez d'expliquer. Mais sachant que c'est le ministère de l'Agriculture qui a été à l'origine du lancement de cette approche, oui. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'était un calcul cynique qu'ils avaient déjà fait, que finalement ça allait conduire à ces dérives-là, quoi, justement, alors, en fait, ma thèse, elle est la suivante. En 1976, non, ce n'était pas un calcul cynique. Le ministère de l'Agriculture était en charge, c'était lui l'administration en charge de la qualité de ces eaux. Les fonctionnaires qui ont commandité les études, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient se battre pour la qualité de l'eau souterraine d'Alsace. Et ils ont bien constaté les limites des systèmes technico-administratifs. Donc au début, non, pour moi, il n'y avait pas d'intention cynique. Dans les années 80, quand le ministère de l'Agriculture a décidé de soutenir cette approche, c'était un peu différent, parce qu'on était dans un cadre où il y avait un ministère de l'Environnement qui commençait à avoir de l'influence, qui était en conflit frontal avec le ministère de l'Agriculture sur un bon nombre de dossiers, en matière d'eau, en matière de protection de la nature, d'ours, il y avait plein de dossiers qui les opposaient. Et donc là, oui, il y avait un calcul qu'on pourrait dire stratégique, qui consistait à dire on ne peut pas laisser le ministère de l'Environnement prendre la haute main sur la gestion des écosystèmes, parce que dans ce cas-là, nous, avec nos productions agricoles, forestières, on va se retrouver sous le pouvoir d'une visée environnementale. Donc il faut qu'on récupère, qu'on retrouve des points de vie. Donc là, il y avait une visée stratégique. Elle n'est pas forcément, à ce stade-là, cynique au sens où il s'agit de ne pas avoir des effets corrects sur l'environnement. Elle est stratégique au sens qui est de dire on ne va pas se laisser éjecter ou dominer dans le jeu, il faut qu'on favorise une approche qui soit moins défavorable quand même à nos missions et à nos perspectives. Par contre, dans les années 90, là, on est passé à des réactions vraiment cyniques. Si vous lisez l'analyse détaillée du cas sur l'ours, les gens qui ont lancé l'audit patrimonial sur l'ours et qui ont mis en place l'institution patrimoniale du Haut-Béarn, eux étaient franchement dans une lutte frontale contre la gestion environnementale de l'ours et pour des intérêts agricoles bien particuliers et forestiers. Donc là, oui, on était dans une démarche vraiment cynique. De la même manière, les gens qui ont porté les fameux écrits là, sur la médiation patrimoniale, c'est difficile de se prononcer à titre personnel, certains d'entre eux sont favorables à l'environnement, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils sont dans une lutte frontale contre une action en faveur de l'environnement qui serait portée par les environnementalistes. Ça, oui, ils sont contre. Et donc, ils sont dans une stratégie contre la mise en gestion de l'environnement impulsée par les environnementalistes, les ministères de l'environnement, les organisations environnementales. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement contre le résultat environnemental, ça dépend des cas.
Dans pas mal de cas, il y a un cynisme là-dessus. L'ours en est un exemple flagrant, mais c'est pas forcément complètement cynique. En tout cas, c'est stratégique. Ça, c'est sûr. À partir des années 90, c'est vraiment stratégique. D'autres questions Ouais, du coup, pour en revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la question de la création de l'institution qui me paraissait justement très importante, parce que justement avec mon exemple allemand et ce à quoi je pensais sur la question du modèle de cogestion d'entreprise avec d'un côté un pouvoir syndical de salariés et patronal à égalité, c'était ça qui permettait justement d'avoir un fonctionnement efficient. Du coup, je me demandais, est-ce que vous, avec votre expérience, sous ce modèle de création d'institutions concertées avec les différents acteurs, peut fonctionner, sous-entendu avec des préoccupations environnementales? Alors la réponse, si on pose la question en disant est-ce que les instances de gestion concertée, locale, multi-acteurs peuvent fonctionner et avoir ce type d'équilibre pour une gestion paritaire, la réponse est dans bon nombre de cas, oui. Mais la question, la condition, vous venez de la définir. Il faut qu'il y ait un équilibre de pouvoir entre ceux qui poussent en faveur de l'environnement et ceux qui sont dans l'exploitation des ressources et la création de richesses. C'est cet équilibre-là qui est la condition. Si on ramène la question à la gestion patrimoniale, dans aucun des exemples de gestion patrimoniale que j'ai vus sur le terrain, dans tous, il y avait un déséquilibre de pouvoir massif en faveur des acteurs des filières dites rurales et en défaveur des acteurs environnementalistes. Donc, dans le cas, en tout cas, de la gestion patrimoniale, à chaque fois, il y avait ce décalage. Que ce soit dans des écrits qui diagnostiquent des situations. Là, dans la conférence que j'ai faite sur le sujet et qui est en ligne sur la gestion patrimoniale, j'ai plein d'autres exemples où vous pourrez trouver, si vous voulez, sur cet aspect critique. Donc, la dérive n'est pas systématique, mais quand il y a une tentation pour les acteurs de se saisir de ce type d'outils pour aller vers ce type de dérive. En tout cas, dans le cadre de la gestion patrimoniale, c'est ça le problème. Quand on pense, par exemple, aux commissions locales de l'eau, c'est différent. Là, on est dans des dispositifs de gestion concertés qui sont mis en place par le ministère de l'Environnement, dans lequel ils invitent, avec des formes de parité quand ça se passe bien, d'autres acteurs, ceux des filières productives. Ce n'est pas la même chose que quand une institution dominée par les filières productives, qui s'affiche comme étant les vrais gestionnaires de l'environnement, invite quelques environnementalistes autour de la table. Donc, ouais. Je repense à l'exemple de ce matin sur Spajou. Là, j'ai l'impression qu'on oublie l'acteur indien, enfin autochtone, quoi. Les gens qui habitent sur place. On parle beaucoup d'exploitants, on parle beaucoup de... Les exploitants, ils habitent sur place. Dans l'exemple de ce matin, on parlait des exploitants d'un côté et des indigènes de l'autre côté. Oui, alors on reparlera... Dans la séance finale, on reviendra sur l'exemple du Sapajou en utilisant les différentes perspectives théoriques. Donc ne déflorons pas maintenant. Mais dans les cas nombreux de gestion patrimoniale, on va prendre des acteurs locaux. Si je vais dans les Pyrénées, les acteurs locaux mis en avant par l'institution patrimoniale, c'est les éleveurs, c'est les forestiers, ils sont tous, entre guillemets, locaux. Donc on va souligner le fait qu'ils sont locaux, sans dire qu'ils s'inscrivent dans des filières qui, elles, peuvent être beaucoup plus longues, pas que locales. J'ai un peu de mal à comprendre votre L'habitant de la ville à côté de la forêt, en gros. Non, j'ai l'impression qu'on prend en compte le point de vue de l'habitant, mais qui n'est pas forcément exploitant du lieu. Voilà. Mais l'habitant du village, des Pyrénées, qui est Ah oui, bien sûr. Oui, c'est bien le but. Si vous voulez, quand l'institution patrimoniale a été créée, on a mis autour de la table alors là aussi, il y a une dérive de mon point de vue intellectuel, ils appellent ça, les différents acteurs, ils appellent ça les familles. Donc ça, rien que la connotation permet de voir un truc vraiment particulier. C'est une version presque clanique, on reviendra de cet aspect-là. Mais les familles, c'est agriculteurs, forestiers, etc., etc.
Donc c'est effectivement des gens qui exploitent les ressources. Et puis il y a une petite proportion d'écologistes. En gros, ils sont 2 sur 23 dans le conseil de gestion. Le directeur de cette institution patrimoniale, ça devait être en 2003-2004, disait mais il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour la réintroduction d'ours. Et à ce moment-là, une ONG environnementale a fini par se décider à faire des sondages. Et ces sondages montraient que 70% des habitants locaux étaient favorables à la réintroduction d'ours. Donc ce que vous dites est vrai. On est dans l'organisation d'une mise autour de la table qui, de manière insidieuse, considère comme titulaires les exploitants. Et quand vous lisez des textes sur la gestion patrimoniale par d'autres personnes qui étaient dans la même mouvance, vous allez lire que les vrais gestionnaires de l'écosystème, ce sont l'agriculteur, le forestier, l'éleveur, le chasseur, le pêcheur. Donc effectivement, on est dans une dérive qui est structurelle, qui est intentionnelle dans cette démarche. On va y revenir dans un instant, ça a des conséquences plus larges. D'autres observations? Oui, une question, pour rebondir un peu sur ce que vous allez dire, c'est facile de rajouter ou d'enlever des participants si, en fonction d'un lieu géographique particulier, on a des nouvelles familles, comme vous dites, qui peuvent arriver. Par exemple, rajouter des habitants dans le cadre pour on repart sur l'ours dans les Pyrénées, ils n'ont pas pris en compte au début les habitants et ils ont fait un sondage après. Pourquoi dans la nouvelle gestion sociale, dans la nouvelle institution patrimoniale qui aura derrière, pourquoi il n'y aurait pas des représentants des habitants? Mais parce que les gens qui ont mis en place l'institution patrimoniale, leur objectif, c'est de récupérer les fonds publics pour faire du développement agricole et forestier. Donc ils ne veulent pas qu'il y ait d'habitants. Donc c'est devenu vicieux. C'est pas devenu, c'était à la base un projet vicieux. Vous pouvez lire les textes sur mon site, ils sont tous en ligne, sur les années 2002, 2003, 2004, dans ma liste de publications. Autre exemple, quand ils ont mis en place les comités consultatifs début 1995, un tiers de l'économie de la zone concernée, c'est le tourisme. Le tourisme, lui, il a gagné à la présence de l'ours, parce qu'il y a un effet d'image très fort sur la présence de l'ours dans les Pyrénées. Il n'y a pas un seul représentant du tourisme dans le comité de gestion qui a été créé. Donc, on est bien dans le cadre qui consiste à dire on va mettre en place et en scène une gestion communautaire locale, et on va utiliser ça comme levier pour récupérer le pouvoir de gestion, pour virer les administrations environnementales et les environnementalistes, ou bien pour les contrôler en les rendant ultra-minoritaires, et pour s'assurer que ce sont bien nos filières d'intérêt qui ont la haute main sur la gestion. Alors vous avez un exemple qui a été positif sur la gestion patrimoniale ou pas? Enfin, par l'eau peut-être Alors, sur la gestion patrimoniale elle-même, dans le cadre de gens qui se réclament de la gestion patrimoniale, non. En revanche, enfin j'ai pas d'exemple. En revanche, en fait, je ne voudrais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour moi, il y a 2 circonstances dans lesquelles ce type de démarche peut être utile. C'est soit un problème mal connu. C'est-à-dire vous débarquez pour la première fois dans un cadre où il y a un problème d'environnement qui est mal connu, mal repéré, les acteurs sont mal repérés, etc. Ici, le côté exploratoire est très utile. Vous se demandez mais qui sont les acteurs concernés. On va commencer par leur demander ce qu'ils pensent du problème, etc. Disons, comme démarche exploratoire, c'est excellent. De même que, et d'ailleurs, en fait, c'est utilisé souvent comme ça pour des premières études de diagnostic dans des dossiers qui ne sont pas encore structurés. Ce type d'enquête, c'est très très utile. De la même manière que le cercle de qualité, si vous êtes dans une usine qui est gérée depuis 15 ans de manière hyper techno et que vous faites discuter pour la première fois des ouvriers ensemble, que vous faites des entretiens avec eux et tout, là, il y a un vrai bond en avant possible. Donc dans ces circonstances-là, oui, je pense que c'est très utile pour dégrossir, pour découvrir, pour explorer. Je dirais aussi pour des étudiants qui doivent pour la première fois découvrir ce que c'est qu'un terrain dans lequel il y a plein de gens qui ont des points de vue différents, etc. Oui, c'est très positif.
Ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte dans lequel c'est très positif, c'est un contexte dans lequel il y a une présomption qu'il y a une forte relation collaborative entre les acteurs. Si on pense que dans un contexte, les relations entre les acteurs sont à dominante collaborative, alors oui, ça vaut le coup de se dire comment on fait pour essayer de dépasser les petites tiraillas qui font que l'un tire la couverture à lui, etc., pour se donner un point de vue plus commun, et pour qu'on se mette autour de la table dans de meilleures conditions. Dans ce contexte-là, oui, quand on est dans une entreprise où l'ambiance n'est pas mauvaise et où on pense que tous les intervenants de l'entreprise ont envie que ça marche et de faire des voitures de meilleure qualité, oui, là, c'est très intéressant potentiellement. Or, c'est là qu'on voit le côté stratégique et machiavélique de Dérive, parce que quand on arrive sur le dossier de l'ours en 1992, ça n'est pas du tout une situation nouvelle. C'est un conflit totalement frontal depuis 10 ans, en 1992, au moment où l'audit patrimonial est fait, dans lequel tous les acteurs sont repérés, ils savent exactement ce que pensent les autres, où sont les rapports de pouvoir, etc. Et c'est un contexte dans lequel il n'existe aucune hypothèse que ça puisse être un contexte collaboratif. Et arriver dans un contexte comme ça en disant on va faire un repérage nouveau qui va permettre de sortir par l'eau et collaboratif, ben là c'est hautement suspect. Donc pour moi le bébé il est très important pour faire de l'exploratoire dans des situations où on ne sait pas si on est dans le conflit ou la coopération, ou dans des situations coopératives. C'est une très bonne manière de procéder. Malheureusement, le plus souvent, elle a été utilisée dans des situations ultra conflictuelles pour masquer le conflit et finalement pour réapproprier la situation au détriment des acteurs qui poussent en faveur de l'environnement. Donc c'est malheureux. Pour moi, il y a quand même beaucoup d'éléments de la démarche qui ont été récupérés par d'autres acteurs pour des démarches constructives et qui ne souffrent pas de ce biais-là, si vous voulez. Alors, on va peut-être passer à la dernière ligne droite. Donc, dans l'introduction de ce cours sur le patrimoine, en début d'après-midi, je vous ai dit qu'on prenait celui-là pour creuser l'approche patrimoniale, mais parce qu'elle était représentative de beaucoup d'autres approches centrées sur le bien commun. La plus connue et la plus importante, à mon avis, d'entre elles, c'est la gestion de ressources en biens communs, Common Pool Resources, lancé par Elinor Ostrom avec le livre Governing the Commons en 1990. Cette approche-là, elle est extraordinairement influente. Ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Et elle repose sur, en gros, si je vous la résume, Elinor Ostrom arrive en nous disant, voilà, on nous explique que seule la propriété privée, la privatisation des ressources, ou bien l'État et les politiques publiques permettent de gérer des ressources en commun. Or, ça n'est pas le cas. Il existe de nombreuses situations où les gens ont été d'accord, historiquement, traditionnellement et aujourd'hui encore, pour gérer des ressources en commun de manière durable. Et par ailleurs, les politiques publiques ou le marché sont tout à fait capables de bousiller des ressources en commun dans des cas où la négociation directe entre les utilisateurs de la ressource permettrait de les gérer de manière durable. Et donc, à partir de là, elle a lancé un chantier immense où des centaines de chercheurs à travers le monde ont documenté des cas où des communautés de pêcheurs, de forestiers, des villages, etc., ont effectivement été capables de se mettre d'accord pour gérer des ressources en commun. Donc là, je ne vais pas vous faire un exposé qui vaudrait pourtant le coup sur la gestion des commons, mais pour la faire courte, l'idée était de dire que les utilisateurs d'une ressource peuvent négocier entre eux les règles d'usage de cette ressource, et ils ont tout intérêt à se mettre d'accord pour mettre en place et mettre en œuvre ces règles d'usage. Ils ont tout intérêt, du moins, à partir du moment où ils sont capables d'exclure des gens qui viendraient de l'extérieur et donc de sortir du libre accès à ces ressources. Une fois que vous avez une vingtaine de pêcheurs qui sont sur une ressource halieutique,
S'ils peuvent faire en sorte que personne d'autre puisse venir, alors ils ont tout intérêt à se mettre d'accord pour conserver la ressource. Et donc le fond de l'approche en bien commun, c'est ça. On peut se mettre d'accord à partir du moment où on peut arrêter l'accès libre. Il y a évidemment, dans cette perspective en bien commun, un potentiel très important pour l'environnement, puisqu'il y a plein de cas dans la gestion de l'environnement où l'enjeu, c'est effectivement de se mettre d'accord sur des règles de gestion durables. Donc oui, il y a un potentiel très important. Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est qu'à côté de ce potentiel très important, il y a aussi des dérives très importantes. Vous avez peut-être noté, si vous suivez les débats actuels sur l'environnement, que ça revient de plus en plus souvent, les biens communs, le commun, etc., comme une approche de l'environnement. Il est clair que c'est une dimension cruciale, mais il faut être conscient des limites. Je vous ai distribué un schéma qui est tiré d'un texte qui s'appelle « Le bien commun » ou « Les biens communs » et qui a été écrit par un militant associatif qui milite pour des approches en bien commun de la gestion des ressources. Et dans le schéma, vous avez 3 sphères interactives. Donc cette sphère, c'est les biens publics, les biens privés et les biens communs. Bien sûr, l'auteur écrit « Ces 3 sphères sont toutes les 3 légitimes et elles interagissent entre eux dans notre gestion des ressources naturelles. » Donc effectivement, c'est très important. On voit bien qu'il y a à la fois la sphère de gestion publique, si on parle de gestion des forêts, il y a par exemple, ou de gestion de la pêche, ou de n'importe quelle de gestion de l'eau, il y a les autorités publiques, il y a la gestion privée, et puis il y a une dimension de gestion ou de négociation en bien commun. Là où ça devient plus amusant, et c'est là-dessus que je voudrais conclure tout à l'heure la séance. Si je lis avec vous en dessous du schéma, les 3 sphères interagissent et s'influencent. Même si on observe de nombreuses dérives, principalement pour, premièrement, les acteurs publics. Alors eux, ils ont tendance à la bureaucratie, au centralisme qui n'a rien de démocratique, à l'oligarchie. Ils remettent en cause l'universalisme de la solidarité nationale, ils sont impuissants devant les lobbies financiers, ils sont obsédés par la dette, ils cèdent à la tentation de la délégation de services publics à des entreprises privées contraires à l'esprit même des biens communs universels comme la gestion de l'eau, ils sont dans un conflit d'intérêts comme dans le barrage de Sivins. Donc gestion publique, il y a un vrai risque de dérive d'après l'auteur. Les acteurs privés, il y a un vrai risque de dérive, vous lisez avec moi, la religion du marché, le fétichisme de la finance, l'enclosure des ressources, la détérioration de l'environnement dont ils se moquent, l'apologie de la spéculation, la fraude fiscale à grande échelle, l'asymétrie des pouvoirs. Alors là, on tourne la page et on s'attend à lire, et il y a les dérives du bien commun. Vous avez le document, comme moi, vous voyez qu'il n'y a pas de 3e bullet point sur les dérives en bien commun. Là, vous avez, par opposition à cette réalité, c'est-à-dire l'horreur du privé et du public, eh bien, il y a des acteurs autonomes qui se mettent en mouvement, etc., etc. Ce que j'ai essayé de vous montrer à travers la gestion patrimoniale, c'est d'une part de vous montrer les ressorts de la gestion bien commun, mais aussi de vous faire toucher du doigt que ça a des dérives et des limites tout aussi fondamentales que celles des dérives de la gestion publique ou de la gestion privée. Alors, quelles sont ces dérives ? Elles sont très simples. Premièrement, la gestion en bien commun, elle repose sur le fait de pouvoir dire non à l'accès libre, c'est-à-dire de pouvoir enclore le périmètre des acteurs qui partagent entre eux la gestion de la ressource. En utilisant des mots un peu différents, elle repose sur la possibilité d'exclure et sur l'exclusion. Pour qu'on puisse négocier ensemble les règles d'une gestion d'une ressource partagée, il faut qu'on puisse exclure ceux qui ne jouent pas le jeu, ceux qui viendraient en trop pour pêcher par rapport à la limite de la ressource, etc. La deuxième limite, elle est très importante, c'est que ces approches en bien commun, elles sont essentiellement adaptées pour la gestion en commun d'une ressource. Pourquoi est-ce que je suis d'accord pour me mettre d'accord avec les autres sur des règles qui me contraignent ?
C'est parce que ça va permettre de garder un niveau de ressources qui va me permettre, moi, de prélever. Si je suis un pêcheur, j'ai intérêt à ce qu'il reste suffisamment de poissons, et donc j'ai intérêt à ce qu'on accepte tous les mêmes règles. Comme ça, il va rester assez de poissons. Donc j'ai intérêt à m'allier avec les autres pour exclure ceux qui pourraient venir en plus, parce que sans ça, il y en aura toujours d'autres qui vont venir et on ne va pas pouvoir être durable. Mais deuxièmement, j'ai intérêt parce que je suis un utilisateur de la ressource. Un passage qui est très rarement cité dans le livre d'Elinor Ostrom sur les commons, c'est celui où elle explique de manière très explicite que sa démarche sur les commons, elle est adaptée pour la gestion en commun de ressources. Elle insiste sur le fait que cette démarche n'est pas adaptée pour la gestion des externalités. Ben pourquoi ? Parce que dans ce cadre-là, il n'y a pas de contexte qui fasse qu'on puisse avoir, que chacun puisse avoir suffisamment intérêt à limiter son prélèvement. Alors oui, on peut tenter de transposer. S'il existe des moyens de pression et de négociation suffisamment forts des acteurs les uns sur les autres, alors éventuellement on peut transposer à des externalités qu'on internalise, comme on l'a discuté tout à l'heure dans la discussion à partir de votre question. Mais globalement, le modèle, il est adapté essentiellement pour la négociation dans un cercle d'acteurs fermés sur le partage d'une ressource en bien commun. Et donc, ça revient à un levier pour exclure des gens qui disent « Ok, vous avez une bonne gestion de votre ressource, mais moi, ça me pose problème parce que ça crée des dégâts sur autre chose. » Imaginez par exemple que des bergers habitent une chaîne de montagne dans laquelle il y a des loups. Pas en France, on s'imagine en général, dans les Balkans, je ne sais pas où. Ces bergers, ils ont un problème de gestion de biens communs. On a un patrimoine qui est cette montagne qui élève nos moutons, et on a un problème à résoudre qui s'appelle le loup. Ben oui, on peut discuter ensemble de comment on va éliminer le loup. Et donc, on va partager ensemble, on va payer des types qui vont nous aider à tirer les loups, on va mettre en place un système de téléphone portable et d'alerte pour dire où sont les meutes de loups pour mieux éliminer les loups, et puis on va acheter en commun un gros stock de strychnine qu'on va se répartir pour empoisonner les loups en mettant du poison sur les carcasses. Ben là, on est dans une gestion en bien commun, il n'y a pas de doute. Ils sont ensemble, ils se sont mis d'accord pour la gestion d'un certain socio-écosystème qui est l'élevage dans cette montagne. On va le débarrasser du loup. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes un militant de la cause du loup. Ben, vous vous dites non, ça ne me convient pas. Mais à ce moment-là, les autres vont vous dire, non, c'est notre bien commun. Cette montagne, l'élevage, c'est le discours qu'on entend aujourd'hui en France sur les opposants au loup. L'élevage, c'est un patrimoine. L'élevage, c'est de la biodiversité parce que les moutons, en pâturant, permettent d'avoir des écosystèmes ouverts, etc. Et donc, avec votre demande extérieure sur le loup, vous cassez notre communauté et vous cassez la bonne gestion écologique de la montagne. Donc, la limite des démarches en bien commun, c'est qu'elles permettent éventuellement d'opposer une fin de recevoir à des demandes de gens que vous considérez, vous, comme extérieurs, et qui, eux, considèrent que votre bonne gestion en bien commun, d'accord, mais elle a des externalités. Donc, les limites, c'est l'exclusion, et c'est la difficulté à prendre en compte les gens qui ont des revendications basées sur des externalités. Ces limites, elles sont intrinsèques à la démarche en bien commun. Donc, j'essaie pas de prêcher contre la démarche en bien commun. J'essaie de rééquilibrer le discours pour dire la gestion en bien public, elle permet d'obtenir des résultats sensationnels dans beaucoup de situations et elle peut donner lieu à des dérives graves. La gestion en bien privé, elle permet d'obtenir des résultats sensationnels dans certaines situations, mais elle peut aussi mener à des dérives graves. La gestion en bien commun, elle permet d'obtenir des résultats sensationnels dans certaines situations, mais elle peut conduire à des dérives graves. Donc, dans le débat actuel sur l'environnement, il faut remettre toute sa place à la gestion en bien commun. C'est une dimension clé à toutes les échelles, que ce soit au niveau mondial, au niveau national, au niveau local. Mais il ne faut pas en faire une sorte de panacée, et encore moins une panacée qui conduirait à diaboliser les autres dimensions de la gestion.
Voilà ma conclusion sur ce bien commun. Je propose qu'on la discute et que ça passe la conclusion de la séance. Alors, je remarque, si vous n'êtes pas complètement épuisé encore, on a du temps encore, mais reste-t-il des batteries? C'est toute la question. C'est une question. Du coup, dans l'approche de bien commun, est-ce qu'il y a toujours cette idée d'exploiter la ressource, donc soit d'exploiter une ressource halieutiques, ou est-ce que du coup on peut considérer que, par exemple, du coup l'idée de protéger une zone de biodiversité, c'est une approche bien commun, ou est-ce qu'il y a toujours une organisation de protection d'une ressource visant à l'exploiter? Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair. Bon, d'abord, il y a plusieurs niveaux de réponse. L'approche de Ostrom sur la gestion bien commun, elle repose sur l'exploitation des ressources. C'est parce que les utilisateurs dépendent de la ressource qu'ils ont intérêt à se mettre d'accord sur une règle qui ménage la ressource. On peut transposer le raisonnement en disant la protection d'un système naturel assure des services écosystémiques. Ces services écosystémiques sont bons pour les gens qui en bénéficient, et donc ces gens qui bénéficient des services écosystémiques sont comme des utilisateurs d'une ressource, et donc ils peuvent négocier entre eux pour se mettre d'accord pour conserver ces services écosystémiques. Mais le problème, c'est que pourquoi le problème se pose? Parce qu'il y a des gens qui voudraient exploiter des ressources qui pour l'instant ne le sont pas. Si on a une forêt tropicale qui existe déjà, elle existe, elle rend ses services écosystémiques, les gens en profitent. Pas besoin qu'ils s'organisent, sauf si il existe une menace sur cette forêt. Or cette menace, c'est pas compliqué, elle vient forcément ou presque de gens qui veulent exploiter une ressource, qui veulent ouvrir une mine, qui veulent exploiter le bois, qui veulent défricher pour faire de l'agriculture, qui veulent rentrer dans la forêt pour chasser et vendre de la viande de brousse, comme on dit. Donc, en fait, si vous voulez vous mettre d'accord pour conserver les services écosystémiques, vous allez avoir des gens qui veulent préserver les ressources ou transformer le milieu, et qui vont venir dire, nous aussi, c'est eux cette fois-ci qui vont dire, votre protection de la nature, pour nous, c'est une externalité, parce que ça nous empêche de venir chasser de la viande de brousse, couper la forêt, etc., etc. Donc eux, forcément, ils vont s'inviter dans la scène de gestion. Et donc, on va se retrouver dans des scènes de gestion qui sont en fait des négociations ou des luttes entre des gens qui veulent utiliser la ressource, même si ça dégrade l'écosystème, et puis des gens qui disent, mais non, nous, on a besoin de ces services écosystémiques, donc il ne faut pas dégrader la ressource. Donc, le cas de figure dans lequel on préserve les services écosystémiques parce qu'on en bénéficie et on n'est pas embêté par quelqu'un d'autre, il n'existe pas. Pour que ça marche, il faut encore une fois exclure, c'est-à-dire il faut dire on va exclure les activités minières par exemple, et puis à l'intérieur de ça on va permettre une gestion communautaire. C'est le coup de la réserve extractiviste par exemple. Donc de toute façon, pour que des gens puissent se mettre d'accord pour conserver une ressource, un écosystème ou de la biodiversité dans un cadre convenu entre eux, il faut qu'ils aient la possibilité d'exclure. Or, cette possibilité d'exclure, elle passe soit par la violence, c'est-à-dire si quelqu'un vient sur votre territoire, vous le virez, soit par l'autorité de l'État qui vous a dit « Ok, on va vous laisser gérer en bien commun là, et on va accepter de faire le boulot de police pour empêcher les gens de venir sur votre terrain. » Mais donc, il y a forcément un arbitrage d'exclusion à la base. Là, c'est ces bénéficiaires-là qui vont gérer entre eux, mais les autres, non, vous n'y allez pas. Et vous ne les embêtez pas avec vos conneries. Ou alors, vous avez 2 sièges sur les 23 dans la discussion. Est-ce que du coup, le tourisme, ça rentre dans l'exploitation? Parce qu'on peut, je sais pas, Bien sûr. oui. Bien sûr.
C'est-à-dire que, effectivement, et c'est un ressort très important pour beaucoup de gestion locale d'écosystèmes, autant dans des pays du Nord que du Sud, hein. À partir du moment où le tourisme est une source de revenus importante, eh bien, il y a un intérêt fort de beaucoup de gens à préserver le paysage, ou bien la forêt, ou la qualité du littoral, etc. Et à ce moment-là, ils peuvent dire, mais non, on ne veut pas de mine, nous, on veut vivre du tourisme. Je prends un exemple dans le Cantal, par exemple, hein. Dans le Cantal, il y a énormément de gens qui vivent d'un tourisme qui est basé sur les paysages, c'est-à-dire de gens qui viennent là pour voir la ligne de crête des volcans. Puis il y a des gens qui aimeraient exploiter cette ressource pour gagner de l'argent en mettant des éoliennes. Et évidemment, si on fait ça, le tourisme basé sur le paysage, il va perdre une grande partie de son attractivité. Et donc les habitants du Cantal qui vivent du tourisme en très grande partie luttent contre l'implantation d'éoliennes dans les paysages du Cantal, et c'est un vrai sujet politique, hein, au niveau du Conseil général, du département, etc., en disant, vous, c'est bien joli, vous voulez gagner de l'argent en venant mettre des installations électriques industrielles éoliennes, mais vous nous cassez notre gagne-pain en cassant la ressource commune qu'on partage, qui est la nôtre, qu'on gère en commun, avec les agriculteurs, avec les forestiers, etc., qui est ce paysage, et qui fait vivre 80% de notre économie. Donc oui, ça peut être tantôt les uns, tantôt les autres, et le tourisme est un facteur clé dans beaucoup d'endroits. Donc en réalité, la gestion en bien commun, c'est une coalition de personnes qui ont à la fois compris qu'il était de leur intérêt à travailler en commun, et qui se sont mis en capacité d'exclure d'autres gens qui seraient en mesure de casser les valeurs qu'ils vont essayer, eux, de conserver. Comment est-ce qu'on surveille les dérives? Qui si jamais, ouais, c'est encore comment, si par exemple vous avez parlé de l'exemple de la montagne et c'était donc pour pas avoir d'ours, de loups pardon, et ils faisaient quelque chose en bien commun, les exploitants, si par exemple leur objectif à eux c'est de supprimer tous les loups, il faut bien qu'il y ait un moment quelqu'un, une autorité, quelque chose, ou les habitants, ou quelqu'un qui empêche cette action de se faire. Non, il faut, ça veut dire quoi, il faut? Ça veut dire qu'on leur laisse... Mais qui ont... tout le but du module, c'est de comprendre que quand il dit « on » ou « il faudrait », ou « les outils machins sont en mesure de », non, la question c'est qui est l'opérateur de référence? L'État. On va dire que c'est l'État. Est-ce qu'il ne peut pas laisser faire ce qu'ils veulent des gens qui sont en train d'exploiter en bien commun une montagne, par exemple? Si, il peut. D'abord, il peut. Hein, donc, il le fait dans beaucoup d'endroits. Ils font ce qu'ils veulent. Ils décident eux-mêmes s'ils ont envie de supprimer toute une population, ils la suppriment et l'État n'intervient pas. Oui, ça arrive dans plein d'endroits. L'État, je dis il peut, il n'est pas obligé, mais il peut laisser faire. En Indonésie, par exemple, il y a des endroits où il y a des provinces entières où la forêt a été coupée jusqu'au dernier arbre pour mettre du palmier à huile. Moi, je suis encore dans les Pyrénées, mais... Voilà. Et du coup, dans les Pyrénées, l'État a laissé faire dans le Béarn jusqu'à la disparition du dernier ours autochtone des Pyrénées. Sans regarder de près ou de loin, vraiment. Il a regardé, mais il a perdu dans la lutte de pouvoir avec les acteurs locaux qui ont réussi à s'organiser pour exclure le ministère de l'Environnement et les environnementalistes de la gestion, et l'État a été obligé de suivre. Donc le ministère de l'Agriculture, lui, il était d'accord avec ça, mais le ministère de l'Environnement, il n'a pas pu. Il était obligé de suivre, il aurait pu y avoir un arbitrage plus haut qui dise, bon, maintenant, on veut que, voilà, notre politique, c'est d'avoir l'ours dans les Pyrénées. Mais il aurait pu, ça ne veut rien dire. Le ministère de l'Environnement et les associations ont essayé d'obtenir un arbitrage. Le président de la République de l'époque a dit qu'il était important de préserver des ours. Dans la pratique, le ministère de l'Agriculture a appliqué une politique qui a fait disparaître les derniers ours. Il faut vraiment être concret. Il faut dire qui fait quoi, qui veut quoi, qui agit dans quel sens. Et il faut bien comprendre qu'on peut perdre dans une lutte de pouvoir. Ça s'applique peut-être plus à votre exemple sur la protection
des ours par exemple, est-ce que l'État, que je cite l'État, dans certains cas peut mettre un prix sur un bien commun pour le protéger? Par exemple, je sais pas, fixer un prix sur les ours. Chaque ours, si les ours sont tués, dans ce cas-là, la communauté devra verser une certaine somme qui sera après réinvestie dans, je sais pas, la création de parcs naturels pour d'autres ours, quelque chose comme ça. Oui, ça s'appelle une amende, par exemple. Mais ça existe. Hein. Ouais, ça- Mais le problème, c'est que si localement, l'administration qui est chargée de ça, en l'occurrence qui dépend du ministère de l'Agriculture, pense que c'est pas une bonne idée, et si le maire et la société locale pensent qu'on va quand même pas embêter des gens avec ça, eh bien vous aurez beau avoir passé cette loi, il ne va rien se passer. Oui, Et alors à l'inverse, en Croatie, si vous allez en Croatie, il y a plein d'ours. Alors pourquoi il y a plein d'ours? D'abord parce que il y a eu une gestion étatique pendant toute la période communiste, et donc il y avait une administration qui se donnait les moyens de faire appliquer ce qu'elle avait décidé sur ce thème-là localement. Et par ailleurs, comme c'était en régime communiste, il y avait un manque énorme de devises. Or, le gouvernement yougoslave, les autorités, vendaient des permis de chasse à l'ours à des riches touristes occidentaux, allemands par exemple, qui venaient payer des sommes très importantes pour tirer des ours. Et donc il y avait là une source d'une ressource extrêmement rare qui était les devises, et donc les autorités ont conservé précieusement ces populations d'ours qui par ailleurs créaient une ressource rare. Et quand ce régime communiste s'est effondré, eh bien il est resté les forêts avec des ours, et donc en Croatie il y a des ours. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement là c'est un autre système de gestion qui s'est mis en place. C'est bien un patrimoine commun, un patrimoine qui ramène de la ressource et qui fait que tout le monde finalement s'est organisé pour dire oui, on va les garder, on va laisser un Allemand venir de temps en temps en tirer un, et ça va nous apporter des richesses dont on a bien besoin. Du coup, l'arbitrage, il est économique en fait. Si on Non, savait pas forcément. la richesse que ça peut apporter. L'arbitrage n'est pas forcément économique. On est tout à fait capable de détruire des choses qui rapportent beaucoup d'argent, pour des raisons autres. Pardon? On va s'en faire déprimé. Bah, non, parce que ça veut dire qu'on est aussi capable de préserver des choses qui ont une valeur esthétique, même si elles n'ont pas forcément un intérêt économique immédiat. c'est pas dans la même moitié des cas, non? Ça dépend. En tout cas, on est capable de le faire. Par exemple, en France, on a une législation énorme sur le patrimoine historique, la protection des bâtiments, les machins, etc. On ne protège pas que des bâtiments dont il est prouvé qu'il est économiquement intéressant de les protéger. Donc on est bien capable de protéger. Et en matière d'environnement, on protège certains milieux naturels, etc., sans forcément avoir prouvé que, etc. Donc il n'y a pas qu'un ressort économique dans la décision. Donc, peut-être qu'on va conclure. Vous avez d'autres questions sur les commons, sur la gestion en bien commun? On a épuisé le sujet pour aujourd'hui, ou vous avez encore des remarques? Je crois qu'on est un peu épuisé, hein, parce que 6 heures sur cette tonalité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. Et donc on se retrouve lundi matin pour l'épisode suivant du module TGS.